Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Quelques agences de l'OPT seront de nouveau fermées. Les négociations se poursuivront demain à 8 h. Aujourd'hui, 80% des agences du pays sont restées fermées avec un quart des employés grévistes. Le syndicat des fonctionnaires dénonce de mauvaises conditions de travail. Exercice de grande envergure ce matin à l'aérodrome de Koné. C'est l'opération militaire La Croix du Sud, un entraînement pour venir en aide à la population après le passage d'un tsunami. Pour en parler ce soir, le commandant Evesque, il est notre invité ce soir. Suite de notre feuilleton consacré au Festival de l'image sous-marine, vous découvrirez en exclusivité des images au milieu des requins tournées à Kafaravar, à Tahiti, un film de 7 minutes de Manuel Lefebvre, candidat au festival. Mais avant de développer ces titres, vous avez jusqu'à demain pour vérifier si vous êtes inscrit sur les listes générales et non référendaires. C'est notre rubrique référendum. Les listes des 14 000 électeurs sont affichées dans les mairies du pays. Nous nous sommes rendus à la mairie de Nouméa où 8 000 personnes sont concernées. Et encore aujourd'hui, c'est l'incompréhension devant les listes. Un reportage de l'INSEE Ouamou. Après-demain, ces listes disparaîtront de cette table. Il s'agit de la liste générale complémentaire. Ils sont beaucoup ce matin à la feuilleter, mais pour la plupart, comme Louis, cette liste ne les concerne pas. Je venais voir si j'étais bien inscrit sur les listes électorales, soit pour les provinciales, soit pour le référendum, quoi. Parce qu'on entend partout à la télé, à la radio, vérifier, contrôler si on est bien inscrit. Je ne vois pas l'utilité d'ailleurs, quand on a un certain âge, de savoir si on est inscrit ou non. On devrait être inscrit d'office. Cette liste générale complémentaire comprend 14 816 personnes. Ces personnes ont été inscrites automatiquement sur cette liste suite à des commissions administratives générales qui se sont tenues la semaine dernière. Ces personnes sont généralement des Calédoniens n'ayant jamais voté ou de jeunes majeurs. Devant cette avalanche d'informations pour les inscriptions électorales, on s'y perd vite. Voilà, il y a eu un petit souci en fait au niveau de la compréhension. Donc les gens venaient vérifier, ils croyaient que c'était en fait la liste du référendum, mais pas du tout. Donc c'est bien la liste électorale générale, donc la porte d'entrée en fait à toutes les autres listes. Donc le point de départ, la liste générale, et ensuite si on remplit les conditions, eh bien on peut demander son inscription sur les autres listes électorales. Pour les personnes qui ont demandé à figurer sur cette liste mais qui ne s'y trouvent pas, celles-ci peuvent déposer un recours. Ces personnes-là ont la possibilité d'effectuer un recours gracieux. Donc ils peuvent déposer les documents que la commission administrative a demandé. Et donc effectivement, ils ont jusqu'à jeudi soir pour nous le déposer ici. On réceptionnera ça et on le mettra à disposition des commissions qui siégeront par la suite. Parmi ces 14 816 inscrits d'office, un peu plus de 8 000 concernent la commune de Nouméa. Après un long week-end, les usagers de la Poste ont trouvé porte close ce matin. 80% des agences de la Poste, le centre financier, sont restées fermées et le traitement des courriers perturbé. Aujourd'hui, on cause une grève du syndicat des fonctionnaires. Le syndicat juge que les conditions de travail sont mauvaises et se dégradent. Le récit de la journée avec Anissa Toussi, Vanessa Kédé et Falaï Ouidjo. Guichets fermés, grilles baissées ou encore rassemblements. Voilà ce que les usagers de la Poste ont pu constater ce matin dans certaines agences OPT du pays, comme Marie-Clémence Chouot, habitant de la tribu de Wassé à Kanala. Mais je suis obligé de rester encore à Kanala ce soir. J'habite très loin. Je mets une demi-heure pour aller en voiture. Il faut compter une demi-heure, puis en bateau, c'est loin quand même, 45 minutes. Mais voilà, quand il fait beau. Quand c'est mauvais temps, tu mets au moins 1 heure, 2 heures. Et du coup, je suis obligé d'attendre demain. Comme ça, je descendrai une fois chez moi. À la tête du mouvement de grève, le SFAO-PT, le syndicat des fonctionnaires assimilés ouvriers de Nouvelle-Calédonie. Dans le cahier de revendication de nombreux points,
comme le respect de l'emploi local, la fin de l'embauche de supérieurs expatriés, mais surtout, le syndicat signale des problèmes de management au niveau de la direction générale et des directions de certains services. Pour le syndicat, le plan quinquennal lancé par l'OPT est exagérément ambitieux et irréaliste avec les moyens actuels. Selon le syndicat, ces dysfonctionnements seraient à l'origine de nombreux burn-out. Un préavis de grève avait été déposé il y a 14 jours par le syndicat au gouvernement et à la direction générale de l'OPT. Après une première rencontre vendredi, les négociations se sont poursuivies aujourd'hui toute la matinée. À 14 h, plusieurs points de revendication ont été levés, mais il y reste un point de désaccord. Donc 4 heures de négociation vendredi. On avait prévu de se revoir ce matin pour rédiger ce début du protocole d'accord. Donc une rédaction est en cours pour le début d'après-midi, où on reprendra dès 15h30 avec une négociation avec le président du conseil d'administration, parce que le point qui nous reste encore à négocier, c'est le nombre de contractuels qu'on demande à pallier aux absences et aux arrêts maladie qu'on a effectivement dans les centres et les agences, mais surtout dans le front office pour pouvoir répondre à la clientèle. Et c'est ça aujourd'hui où on a du mal à négocier, quoi. Donc voilà, on a prévu de se revoir cet après-midi pour peut-être entériner, ou tout dépendra des négociations. Les discussions reprendront à 15h30. Voilà, ici le syndicat fait savoir que la grève sera conduite demain. La direction donc nous fait savoir que les négociations reprendront demain à 8 h. Encore quelques heures pour déclarer vos impôts sur Internet pour les particuliers du pays. La semaine dernière, le site des impôts avait été touché par un problème technique. Vous avez donc jusqu'à ce soir minuit pour vous acquitter de votre devoir de contribuable. Et demain matin à 5 h, entre l'axe de la Coulée et Saint-Michel, aura lieu la reconstitution relative aux circonstances de la mort de William Décoiré. La circulation risque d'être perturbée. Le public n'est pas autorisé à être présent sur les lieux, sauf ceux convoqués par la justice. 1800 militaires de 10 pays différents, des avions, des bateaux énormes de l'armée comme le Schuld en ce moment au pays. C'est l'opération Croix du Sud. Le but est de préparer une intervention en cas de crise humanitaire avec un climat sécuritaire instable. Pour en parler ce soir, le commandant Evesque, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi autant d'hommes et de gros engins pour cette opération ? Parce que cette opération nécessite tous ces moyens et ces personnels, vu l'ampleur du phénomène et l'ampleur des moyens à mettre en œuvre. Pour intervenir sur un pays, il faut déjà des moyens soit aériens, soit maritimes, et il faut beaucoup de personnel pour ensuite s'installer sur le pays et déployer tous ces moyens. Alors, comment coordonner ces hommes de différents pays? Comment contourner la langue? Est-ce que la langue est une barrière? La langue n'est pas forcément une barrière, puisque les briefings se font souvent en anglais, qui est la langue qui est le plus pratiquée dans la région, et puis tous nos officiers parlent l'anglais. Donc tous les briefings se font en anglais et en français, donc ce n'est pas une barrière pour l'exercice. Alors justement, commandant Evesque, le tsunami a ravagé la partie nord du pays. Crise économique, écologique et politique touche la province. La population est désemparée. L'aide humanitaire coordonnée par les forces armées de Nouvelle-Calédonie, plus de 1000 soldats et moyens lourds sont à connaître. Rassurez-vous, c'est un exercice. Le reportage d'Anissa Toussi. Écoutez-moi 2 minutes s'il vous plaît, bonjour, je suis lieutenant Guillaume, on va vous emmener à l'aéroport pour vous évacuer. On n'a pas beaucoup de temps, donc dépêchez-vous d'embarquer les choses. Ceci est un exercice d'évacuation de ressortissants étrangers dans un pays imaginaire frappé par un tsunami. La catastrophe a engendré l'effondrement économique du pays et des affrontements entre deux ethnies, ce qui menace la sécurité de la population. Des centres de regroupement ont donc été mis en place, comme ici à la salle Aopitiri. Les gens qui demandent à être évacués, qui apparaissent sur les listes du consulat, viennent par leurs propres moyens rejoindre ce centre de regroupement. À partir de là, ils sont pris en compte par la force, par les militaires que vous voyez ici. Et c'est là qu'on va faire les premières démarches d'identification et de prise en charge. Aussi bien des premiers soins s'il y en avait besoin, l'hébergement, le couchage et l'alimentation. La deuxième étape est le transfert des ressortissants étrangers vers l'aéroport afin d'être évacués vers Nouméa. L'objectif de cet exercice est d'entraîner les forces armées de Nouvelle-Calédonie à planifier et conduire dans l'urgence une opération interarmée multinationale portant secours aux populations sinistrées et de coordonner les forces armées participant à l'exercice.
Moi, je suis un collégien. J'ai 15 ans. Voilà les fausses cartes d'identité qu'ils ont fait pour nous. Tu t'appelles Olivier? Oui. Olivier, j'ai des enfants. À 15 ans, j'ai des enfants déjà. On va ici en collégien. Voilà. C'est très technique, c'est un exercice pas simple, ça bouge pas trop mais ça va, c'est intéressant. On a travaillé avec les Espagnols, avec beaucoup d'autres nationalités, mais les Néo-Zélandais c'est la première fois, ils sont super bien. Le prochain exercice aura lieu demain à Pam, commune de Wegwa. Cette fois-ci, ce sera un débarquement. Alors, commandant Evesque, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer lors d'entraînements de ce genre? Les difficultés, c'est déjà la planification, de mettre tous ces moyens en œuvre, puisque ça demande effectivement beaucoup de coordination en avant, en préparation, pour arriver à mettre au bon moment et au bon timing les avions, les hélicoptères, les troupes à terre, faire venir l'aide humanitaire, les contacts avec les populations. Donc c'est tout ce travail de préparation qui prend déjà beaucoup de temps, qui est un peu le plus fastidieux. Mais bon, justement, on s'entraîne régulièrement pour ça. Et les plans d'intervention sont faits pour qu'on s'entraîne dans ce domaine-là. Voilà, beaucoup d'organisations. Et commandant Evesque dans le monde, au Portugal, comme en Chine, chacun a développé son alerte tsunami. Je vous propose de regarder cette sélection préparée par Natacha Ogui. Le Portugal a développé en 2014 un système d'alerte précoce de tsunami doté d'un sonar. Ce système utilise les ondes sonores pour évaluer les variations de la mer et détecter la présence d'une formation de vagues. L'enjeu consiste surtout à bien interpréter les données informatisées que le sonar recueille. Le Portugal est ainsi le dernier pays d'Europe à se doter d'un centre national d'alerte au tsunami après la France, la Turquie, l'Italie et la Grèce. En 2016, la Chine améliore aussi son système précoce d'alerte contre les tsunamis. Elle installe un réseau plus large de bouées de détection et met en place un modèle d'évaluation avancé de tsunami. Toutes les données enregistrées par les bouées concernant le niveau de l'eau ou la profondeur de la mer peuvent être lues simultanément par les scientifiques du Centre de prédiction d'administration océanique nationale situé au sud de la Chine. Si les scientifiques se démènent pour développer des outils d'alerte sophistiqués, certains sont persuadés que le simple fait d'observer les animaux pourrait être la solution. Ainsi, en Chine en 2005, plusieurs serpents d'un élevage changent subitement de comportement, semblant chercher à s'enfuir. N'y arrivant pas, ils se cognent la tête plusieurs fois sur un mur jusqu'à en saigner. 4 jours plus tard, la région est touchée par un tremblement de terre de faible magnitude. Toujours en Chine, un important séisme se produit en 2008. Après ce dernier, les serpents continuent à avoir un comportement inhabituel. Ils sortent de leur tanière, tournent en rond, cherchent à s'échapper. Le lendemain, un autre séisme de magnitude 6,4 frappe et fait des milliers de victimes. Dans ce cas, les serpents ont été les seuls à sentir arriver ces catastrophes et à leur manière à donner l'alerte. Il s'avère qu'ils possèdent une oreille interne très développée. Alors, commandant Evesque, comment vous vous organisez à l'arrivée dans un pays lorsqu'il est justement touché après un tsunami? Alors, déjà, il y a des contacts préalables qui sont faits, il y a des plans d'intervention qui sont faits, sur lesquels on s'entraîne déjà, nous, les forces armées, notamment en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a déjà une préparation technique et matérielle qui est faite en amont, puisque bien sûr, on suit l'évolution météo. Et ensuite, les moyens se mettent en œuvre, et dès le tsunami passé, ou la catastrophe naturelle, puisque ça peut être un cyclone, on est intervenu dernièrement sur différents cyclones,
eh bien, à ce moment-là, on met en œuvre les moyens qui ont été préparés avant, de manière à intervenir le plus rapidement possible. Alors, une dernière question. De passage récemment au pays, le président de la République, Emmanuel Macron, a émis la volonté de coopérer avec les pays de la région. Une occasion pour vous de jouer un rôle important? Oui, complètement. Les forces armées s'inscrivent dans ce domaine-là, mais elles s'inscrivent depuis 2002, puisque Croix du Sud, c'en est l'exemple parfait. C'est un exercice qui a lieu tous les 2 ans et qui met en œuvre depuis donc 2002, pour maintenant près de 10 nationalités et qui a doublé en 10 ans en termes de participation, avec les chiffres que vous avez déjà annoncés. Alors, commandant Evex, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Pour la suite de notre feuilleton, découvrez Immergé sous l'eau à 360 degrés en exclusivité. Un film de 7 minutes de Manuel Lefebvre tourné à Fakavara, à Tahiti. Une nouveauté pour la 9e édition du Festival de l'image sous-marine. C'est à travers des lunettes de réalité virtuelle que vous pourrez passer du rôle de spectateur à celui d'acteur en vous retrouvant face à face à toute une bande de requins. Pour sa direction, le Rex à Nouméa, un reportage d'Océane Zobler. Normalement, ça doit marcher. 2 capteurs et un casque relié à l'ordinateur, c'est le matériel qu'installe Georges, employé par la ville de Nouméa pour l'atelier de réalité virtuelle qui se met en place au Rex. Voilà, les capteurs, il faut qu'ils soient face à face. Cette nouveauté que les organisateurs et curieux sont pressés d'essayer pour le festival permet d'avoir une vision à 360 degrés du film 700 requins dans la nuit, comme s'il faisait partie de l'aventure. Ah, un pied, ça marche plus. Ouais, c'est bon. C'est bon là? Ok. C'est impressionnant parce que on ne sait plus où donner de la tête en fait. Il y a des trucs partout. Là je suis sur un bateau, donc le bateau il bouge, attention je vais peut-être vomir. Il y a le bateau qui bouge comme ça. Et puis ça y est, on vient de plonger dans l'eau. Alors là je suis au milieu d'un banc de poissons. Sinon ça fait quoi comme impression d'être quand même plongé dans le film? L'impression c'est d'être immergé en fait effectivement dans une image. Il n'y a pas d'échappatoire, on est dedans, là il y avait des requins, j'étais entouré de requins tout autour. Émélé, une habituée du Rex, veut aussi tenter l'expérience. Et ça m'a fait peur. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le film? De voir des requins juste là devant moi sans être vraiment dedans en fait. Vous pourrez vous aussi tester le casque virtuel de jeudi à dimanche toute la journée et surtout gratuitement au Rex pour le Festival de l'image sous-marine. Voilà, et pour refermer ce journal, un rendez-vous calédonien après l'entrée au capital de l'usine en Corée. La SMSP a acheté une usine en Chine. Quelle est la stratégie de la SMSP? Vous saurez tout dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Aurélie Niaoutine, Stéphanie Marlier et enfin leur invité Karl Tarby, directeur financier du groupe Sofinor SMSP. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous rappelle l'information principale. La grève sera reconduite demain pour l'OPT. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain.